Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver pour Histoire criminelle, votre rendez-vous dédié chaque dimanche aux grandes affaires criminelles sur LCI. Et au sommaire de ce dimanche, une émission spéciale dédiée aux derniers secrets de Cédric Jubilard. De ses aveux à la découverte d'ossements cette semaine, Cédric Jubilard nous livre sa version des faits, sa vérité. Mais peut-on le croire? Peut-on se fier à un homme qui a menti pendant 5 ans? Ces ossements découverts permettront-ils de confronter ce que nous dit Cédric Jubilard à la réalité? On va se poser la question dans un instant. Alors, remords sincères ou stratégie de défense? Nous posons cette question à maître Philippe Pressec. C'est l'avocat de la cousine de Delphine Jubilard. Il nous livrera son regard sur ces aveux de Cédric Jubilard. Enfin, un invité exceptionnel. Vous allez entendre maître Alexandre Martin. C'est l'ancien avocat de Cédric Jubilard. Il réagira aux derniers rebondissements, mais aussi à ces attaques formulées aujourd'hui par les nouveaux avocats de Cédric Jubilard. Tout cela, c'est dans Histoire criminelle ce dimanche. Mais d'abord, ces ossements découverts cette semaine permettront-ils de savoir la vérité? Ossements découverts à seulement 13 minutes du domicile des époux Jubilard. Alors sont-ils la clé de l'énigme? C'est la question qu'on va se poser dans le viseur de Guillaume Fard. J'ai le plaisir de retrouver. Bonjour Guillaume. Bonjour Philippe. Temps Polyjustice TF1, LCI, beaucoup de questions évidemment autour de ces ossements. D'abord, je le disais, ils ont été retrouvés à 13 minutes de voiture, 15 km. On se demande quand même pourquoi ils n'ont pas été retrouvés avant. Est-ce qu'il y a eu erreur? Tout simplement, c'était pas dans le périmètre de recherche, aussi surprenant que ça puisse paraître. Des recherches, il y en a eu beaucoup. Il y a eu des recherches d'abord dans la maison. Les gendarmes sont venus avec du Blue Star pour révéler les traces de sang. Ils sont venus avec un géoradar pour regarder derrière les cloisons, sous le plancher. Ils ont regardé les environs. Ils ont fait venir des équipes de spéléologues, si vous vous souvenez, parce qu'à Cagnac-les-Mines, il y a beaucoup de galeries et de galeries minières. Donc il y a eu des explorations. Il y a même eu un moment où c'est même un régiment du génie, de la Légion, qui est venu pour inspecter une grange qui avait brûlé après les révélations du code détenu de Cédric Jubilard. Donc il y a eu beaucoup de recherches sur des points d'intérêt, mais c'est vrai que 15 km en voiture, ça paraissait beaucoup pour les gendarmes. Et puis il faut rappeler que là où ça a été trouvé, c'était un gigantesque tas de fumier. Et que on ne regarde pas nécessairement les tas de fumier. Alors après, selon nos informations, il y a eu des gendarmes qui se sont quand même posé la question de savoir s'il fallait aussi investiguer ces longs tas de fumier de 3 mètres de haut qui étaient en marge de ce champ de blé. Mais les agriculteurs leur auraient dit que ces tas avaient été installés postérieurement à la nuit du 15 au 16 décembre et les investigations ne sont pas allées plus loin. Alors Guillaume, évidemment, la question clé, c'est de savoir si la découverte de ces ossements nous permet de commencer à mieux reconstituer le scénario de cette nuit terrible du 15 au 16 décembre 2020. En tout cas, si les gendarmes de l'Institut de recherche criminelle de la gendarmerie nationale, comme c'est très vraisemblable, établissent que les ossements qui ont été retrouvés, notamment les fémurs, sont bien ceux de Delphine Jubilard, ça donne au moins une certitude, c'est qu'elle est morte. Parce que jusque-là, il n'y avait pas effectivement cette certitude. Ensuite, la question qui va se poser, ce sont les causes de la mort. Et sur les causes de la mort, on est un peu otage de la version de Cédric Jubilard, puisque les enfants, ils étaient couchés, même si le petit garçon dit qu'il avait entendu une dispute entre son père et sa mère. Et après, les seuls témoins de cette altercation sont Delphine Jubilard, qui n'est hélas plus là pour en témoigner, et Cédric Jubilard lui-même. Et donc la version qu'il va donner, il va être difficile de la confronter à des éléments scientifiques, surtout en l'absence de crâne. Parce que sur des ossements, quand on veut les faire parler, ce qui est le plus essentiel sont les os du haut du corps, notamment le crâne. Les os du bas du corps et les fémurs, c'est pas ce qui évidemment parle le plus, surtout 5 ans et demi après la disparition de Delphine Jubilard. Alors vous le disiez, si ça a mis si longtemps à être découvert, ces ossements, c'est parce que personne n'imaginait qu'ils pouvaient se trouver là. Qu'est-ce que ça nous dit de l'attitude de Cédric Jubilard après le meurtre de sa femme en se débarrassant d'elle dans ce tas de fumier? 2 hypothèses, Philippe. Soit très spontanément, dans le feu d'une dispute qui tourne mal, Cédric Jubilard aurait pris le corps de sa femme, l'aurait chargé dans la voiture, aurait roulé un peu aléatoirement et se serait dit: bon, finalement, ce champ, c'est pas mal, ce tas de fumier, pourquoi pas, et aurait déposé sa femme là. Soit, autre hypothèse,
il aurait réfléchi longtemps à l'avance à une stratégie de dissimulation du corps de sa femme, parce que cette route, il l'avait déjà empruntée, il avait travaillé à proximité, il est plaquiste, Cédric Jubilard, il a eu des chantiers dans la région, donc c'est un enfant du pays aussi, il connaît non seulement les lieux, et puis il connaît les habitudes des agriculteurs. Il sait très bien qu'un gigantesque tas de fumier de 3 mètres de haut viendra le moment où les agriculteurs vont l'utiliser pour de l'épandage agricole, avec des engins qui broient. Et que, évidemment, si on cache un corps dans un tas de fumier, ça couvre l'odeur de la décomposition, ça accélère la décomposition et ça éloigne les curieux. Donc c'est 3 bonnes raisons que jamais un chasseur ou un promeneur ne les retrouve, puisque c'est pas là où on va se promener le plus spontanément. Cette deuxième hypothèse, elle corrobore une déclaration qu'avait faite Cédric Jubilard. C'était 3 semaines avant la disparition de Delphine. Il dit ça à sa mère sur le parking du travail de sa mère. Il lui dit un jour, je vais la tuer et je vais m'en débarrasser. Et personne ne retrouvera son corps. Si c'était une prémonition ou une prévision ou une prédiction, il l'a fait. En tout cas, il y a un côté maintenant assez proustien, si vous me permettez, c'est-à-dire qu'on revoit l'intégralité du récit à l'aune de ce qui semble être un peu l'épilogue. C'est-à-dire qu'on a un élément qui est maintenant, depuis le 6 juillet, les révélations de Cédric Jubilard, et on se dit qu'en fait, il y a 2 déclarations, non pas une, c'est pas seulement la mère, mais 2, celle de Jennifer aussi, qui a été une compagne éphémère de Cédric Jubilard en détention, qui, rétrospectivement, disait plutôt vrai. La mère de Cédric Jubilard, qui a livré un témoignage devant la cour d'assises du Tarn à charge contre son fils, disant que sous le coup de la colère, il aurait dit qu'il allait la tuer et la mettre dans un endroit où on ne la retrouverait jamais. Et c'est ce qui s'est passé, parce que si en fait, s'il n'avait pas parlé, on n'aurait probablement jamais retrouvé son corps. Déjà que le squelette est très incomplet. Et puis il y a les déclarations de Jennifer, qui dit que Cédric Jubilard lui aurait confié qu'il avait étranglé Delphine Jubilard et qu'ensuite il avait dissimulé son corps à une 15aine de kilomètres, c'était déjà assez précis, le témoignage de cette jeune femme, dans un lieu où on ne la retrouverait jamais. Et elle lui dit, mais dans une tombe, dans un cimetière, et lui dit non, c'est beaucoup plus sophistiqué, malin que ça. Et effectivement, sans doute, il se serait inspiré, selon les témoignages, d'une série américaine. Mais en tout cas, c'est sûr que sous un tas de fumier, la probabilité qu'on retrouve le corps de son ex-femme était extrêmement faible. Et d'ailleurs, il y a presque une forme de chance, quelque part, de Cédric Jubilard, qu'on ait retrouvé des ossements 5 ans et demi après, là où il avait choisi de les dissimuler. Ce sera évidemment une des clés du procès en appel. Ce sera la question de la préméditation. Un dernier petit mot, Guillaume, sur ces ossements, toujours en cours d'analyse à l'Institut de recherche criminelle de la Gendarmerie nationale, qui est très prudente, qui ne nous dit pas on pourra dire, qui dit peut-être qu'on ne pourra pas identifier ces ossements. Pourquoi c'est si dur ? 5 ans et demi. C'est long, 5 ans et demi. 5 ans, c'est généralement le délai de décomposition globale d'un corps. 5 ans et demi, on est au-delà de ce délai. Les ossements sont incomplets. Et puis surtout, les modalités de conservation. Dans un tas de fumier, ça accélère la dégradation. C'est en fait une sorte de compost, ça porte bien son nom. Et donc, est-ce que à partir de ces ossements, l'ADN parlera ? En tout cas, on est maintenant plusieurs jours après leur découverte, là où habituellement les tests ADN prennent quelques heures. Vous voyez que même les meilleurs experts de France, c'est-à-dire les scientifiques de l'Institut de recherche criminelle de la Gendarmerie nationale, ceux-là même qui ont retrouvé la goutte de sang dans le coffre de Nordal Lelandais, ceux-là même qui ont sorti l'affaire Kulik avec de l'ADN de Parentel, ceux-là même qui ont identifié les victimes du crash de la Germanwings, si vous vous souvenez, à partir parfois de quelques centimètres carrés de peau, ceux-là, ça fait quelques jours que cette énigme semble résister. Merci beaucoup, Guillaume. Extrêmement précieux de reprendre point par point tout ce qu'on a vécu cette semaine. Est-ce que ces ossements parleront ? Est-ce qu'ils nous permettront de percer le mystère de l'affaire Jubilard ? On n'a qu'une seule certitude à ce stade, c'est que tout a basculé il y a 10 jours avec les aveux de Cédric Jubilard, aveux que nous avons tous vécus ensemble. Cet énorme rebondissement. Plus qu'un rebondissement, un coup de théâtre. Cédric Jubilard est passé aux aveux. Condamné à 30 ans de réclusion criminelle, il se dit prêt à coopérer avec la justice. Il a reconnu les faits par écrit dans un courrier adressé à ses avocats. Un coup de théâtre que nous allons disséquer avec nos invités. Maître Philippe Pressec, bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes l'avocat de la cousine de Delphine Jubilard. Vous êtes aussi l'auteur de ces livres, Confession d'une robe, chez Michalon, où vous racontez votre parcours et notamment vous évoquez le procès Jubilard. On va en reparler. Et puis Marie Belot nous accompagne aussi. Bonjour Marie. Bonjour. Journaliste police-justice, TF1 LCI. Vous suivez ce dossier depuis le début. Ça va être passionnant de décortiquer les aveux et les mensonges de Cédric Jubilard. D'abord, revenons sur ce rebondissement. On va parler du fond dans un instant, mais d'abord sur la forme. Comment vous avez appris ces aveux lundi ?
Bien, j'ai appris ces aveux comme tout le monde dans la presse et j'ai assisté à cette conférence de presse. Je crois qu'il y a quelque chose qu'il faut bien avoir en tête, c'est que l'avocat n'est pas l'attaché de presse de son client. Et la justice, elle ne se fait pas derrière les micros, mais devant des magistrats et dans des cours et des tribunaux. Je trouve que le procédé est un procédé glauque. C'est un procédé en plus qui fait mal aux victimes parce que on vient vous dire comme ça y est, il a avoué. C'est dans l'enveloppe. Mais qu'est-ce que vous attendez pour dire où est le corps? Où est le corps? Où est Delphine? Parce que les sœurs, frères de Delphine Jubilard, la cousine, tous ces gens qui sont là, qui attendent depuis 6 mois un discours de vérité, depuis 6 ans, ben finalement, on sait toujours rien. Oui, parce qu'on va évidemment décortiquer tout ça dans le détail, parce qu'on va revenir très longuement sur cette conférence de presse et les infos qui sont données par Cédric Jubilard aujourd'hui, par l'intermédiaire de ses avocats. Peut-être, puisque vous parliez de la méthode qui vous surprend un peu, forme de comédie, c'est ce que vous nous dites. Marie, comment ça s'est passé, ces aveux? Comment ça s'est formellement déroulé? Bien, les nouveaux avocats de Cédric Jubilard expliquent qu'ils ont d'abord été le voir quasiment toutes les semaines pendant 6 mois et qu'ils ont trouvé un homme alors affaibli par les médicaments qui avait envie de se livrer, disent-ils, et qui a donc commencé dans le parloir de la prison à avouer les faits à ses nouveaux avocats. Donc des aveux en direct et ensuite une lettre rédigée mais qui n'a pas été transmise à la justice. On apprend ces aveux sur la presse locale, la Dépêche du Midi, qui fait sa une sur ces aveux. La justice qui explique qu'ils n'ont toujours pas à cette heure reçu cette lettre. Alors on voit bien qu'il y a eu effectivement une organisation pour communiquer sur ces aveux. La question, c'est de savoir ce que dit vraiment Cédric Jubilard et si on peut s'y fier. Alors, il a livré une version rapportée par ses avocats, laquelle? Écoutez. Un jour, il y a quelques semaines, il m'a dit « Écoutez, maître, il faut que je vous dise la vérité, c'est moi. C'est moi qui suis à l'origine de la disparition de ma femme. » L'explication qu'il donne est la suivante. Il s'agit d'un couple qui s'est dégradé inexorablement depuis plusieurs mois, avec des tensions de plus en plus fortes. Et c'est dans le cadre d'une énième dispute conjugale que les choses ont mal tourné et que celui-ci se retrouve donc à l'origine de la disparition de sa femme. Alors c'est extrêmement important, il faut vraiment disséquer chacun des mots qui sont employés, parce que là, si on écoute cette version, dispute de couple, crime passionnel, l'expression a même été employée par les avocats de Cédric Jubilard, et puis une dispute qui dégénère. En fait, l'histoire, elle est assez simple. Déjà, il faudra voir ce que Cédric Jubilard dira au magistrat qui va l'entendre. La présidente de la cour d'assises de Toulouse a désigné cette semaine un magistrat pour entendre Cédric Jubilard. Que va-t-il raconter ? Est-ce qu'il va raconter exactement ce que ses avocats ont dit? Nul ne peut le savoir. Mais effectivement, l'idée forte, c'est que on sent que on essaie de nous faire de nous faire dire, de nous faire penser que Cédric Jubilard finalement aurait fait disparaître son épouse, mais sans faire exprès. On voudrait, je pense, finalement arriver à convaincre la cour d'assises d'appel que Cédric Jubilard ne pourrait être coupable que de coups mortels et pas de meurtre. C'est important, ce mot de meurtre. Il n'est jamais utilisé lors de la conférence de presse. C'est même mieux, quand un des journalistes va relancer les avocats de Cédric Jubilard sur la question du meurtre, il va être pris par les avocats de Cédric Jubilard. Écoutez. Il avoue pas un meurtre, attention aux qualifications juridiques. Il avoue, bien entendu, avoir donné la mort à son épouse, mais à partir de cet instant, on doit s'en tenir uniquement à ses aveux. Alors Marie, il faut nous expliquer, peut-être pour nos téléspectateurs, pourquoi il y a une différence entre dire il reconnaît être à l'origine de la mort de Delphine Jubilard, mais pas un meurtre. La subtilité entre les deux, c'est l'intention. C'est-à-dire qu'un meurtre, c'est un homicide volontaire. Là, dans la nouvelle stratégie de défense, on comprend que les avocats vont essayer de plaider la mort sans intention de la donner. Si on regarde les peines encourues, violence ayant entraîné la mort sans intention de la donner, la peine encourue c'est 15 ans. Un meurtre, c'est 30 ans. Donc on imagine que c'est ce que vont essayer de jouer les avocats
oui, il est à l'origine de la mort, mais il n'avait pas l'intention de tuer Delphine Jubilard. Après, tout ça va être mis en confrontation avec évidemment les éléments du dossier, et on se souvient notamment que Cédric Jubilard avait déjà proféré des menaces de mort devant témoins à l'encontre de son épouse. Pour vous, c'est toute la différence, c'est la stratégie de Cédric Jubilard qui est en train de s'écrire, la future stratégie? Oui, je pense que c'est la future stratégie de Cédric Jubilard, mais quand on connaît le dossier et quand on a vu toutes les déclarations de Cédric Jubilard, quand on a vu les déclarations de toutes les personnes à qui il a dit et répété « je vais la tuer », et on ne retrouvera pas le corps, ça va être très compliqué de faire croire à une cour d'assises que « ah ben oui, je vais pas faire exprès, désolé, pardon en famille ». Ça s'est pas passé comme ça. Ce qu'il faut, c'est aussi comparer ce que dit Cédric Jubilard aujourd'hui, peut-être aux indices qu'on a à l'enquête qui a été menée, parce qu'on a une enquête qui a été très fouillée, il y a eu beaucoup de choses qui ont été présentées durant le premier procès. Est-ce que ça colle? Eh bien écoutez, ce petit récapitulatif des indices dont on dispose dans l'enquête sur la mort de Delphine Jubilard. Le fils du couple a raconté avoir été témoin d'une dispute entre ses parents. Une voisine a entendu les cris d'une femme. Dans le salon, les gendarmes ont retrouvé les lunettes brisées de l'infirmière. Selon plusieurs témoins, la voiture de Delphine a changé de sens de stationnement pendant la nuit, laissant penser que Cédric Jubilard l'aurait utilisée pour se débarrasser du corps. Finalement, quand on écoute ces indices, ça correspond relativement bien avec ce que dit Cédric Jubilard. Une dispute, le petit garçon qui entend la dispute, les cris, tout ça semble coller. Ça pourrait en effet coller, mais encore une fois, tout va dépendre de ce qu'il va raconter. Avec Cédric Jubilard, on peut s'attendre à tout. Et effectivement, oui, sur cette voiture, déjà, on a le sentiment qu'on n'est pas finalement aussi raccord que ce qu'on pourrait penser, puisqu'il dit oui, je l'ai utilisée, mais elle n'a pas changé de place, ce qui est totalement impossible. Donc effectivement, il faudra voir. Ce qui est certain, c'est qu'en fonction des déclarations qu'il va faire, il va falloir déjà enfin qu'ils disent où est le corps de Delphine, parce que ça c'est... On est vraiment dans un comportement cruel, à la fois de Cédric Jubilard et de ses avocats. Parce que qu'est-ce que vous attendiez pour dire où est le corps? Qu'est-ce que vous attendez? Il a quand même fallu que le procureur général de la cour d'appel de Toulouse écrive à ses avocats pour dire mais donnez-nous la lettre, sinon ils ne l'auraient pas donné encore. Mais ça veut dire quoi? Qu'il est en train de gagner du temps, qu'il joue avec tout le monde? Je sais pas. Ça veut dire que je pense qu'il joue avec tout le monde. Je pense que ça veut dire aussi que on joue le procès dans les caméras de télévision plutôt que de le jouer en septembre à la cour d'assises. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Mais en tout cas, c'est désagréable et cruel pour les victimes. Est-ce que Marie, il faut voir, ou on peut voir, derrière ce que dit Cédric Jubilard, une stratégie, c'est un peu ce que vous nous dites, pour changer son image et peut-être aussi réduire sa peine? Oui, on imagine que c'est la volonté des avocats d'essayer d'une part d'attirer une forme de peut-être de compassion en disant oui voilà finalement j'ai menti, je reconnais maintenant les faits, donc peut-être une forme oui, de compassion, et ensuite, c'est effectivement sur la peine encourue. S'ils arrivent à convaincre la cour que c'est un crime, enfin c'est un homicide involontaire, oui, la peine encourue est plus faible. Après, effectivement, là, à ce stade, il nous manque encore beaucoup d'éléments. Les avocats de Cédric Jubilard ont fait cette conférence de presse tout en sachant très bien que normalement, ces éléments-là, ils auraient dû d'abord les donner à la justice. Donc là, c'est une forme de coup médiatique. Ouais. Maintenant, sur tous les détails, ils ne les ont pas livrés à la conférence de presse, et ces détails-là, ils veulent les livrer à la justice. Donc on peut s'attendre dans les prochaines semaines, prochains mois, à une nouvelle audition de Cédric Jubilard et peut-être à une séance de fouille si Cédric Jubilard livre un emplacement précis. Est-ce que vous pensez qu'il va indiquer, il semble dire qu'il est prêt à parler à la justice et à indiquer où se trouve Delphine Jubilard? Est-ce que vous y croyez? Ça fait 6 ans qu'on attend, on n'en peut plus d'attendre, de savoir qui disent où il a mis le corps. Après, je crois qu'on a affaire à un jeu de poker. Il faut faire attention avec le poker, parce que, admettons qu'on retrouve le corps de cette malheureuse victime, il va y avoir une expertise pour savoir ce qui s'est passé, pour savoir déjà si c'est vraiment son corps. En fonction des éléments qui pourraient être trouvés, qui pourraient être particulièrement incriminants, on peut aussi imaginer que une nouvelle instruction, en complément de l'information, soit menée, et qui sait, peut-être pourrait-on finalement se rendre compte qu'il y a préméditation. Et qu'au lieu d'être poursuivi pour crime, il serait poursuivi pour assassinat.
Alors justement, la question de la préméditation, elle va peut-être se reposer dans le nouveau procès. Elle n'avait pas été retenue dans les qualifications du premier procès. Et pourtant, il y a des éléments qui aujourd'hui, à l'aune de ses aveux, peuvent paraître troublants, notamment les déclarations qu'il avait faites à sa mère. Écoutez. Il rentre dans le magasin, j'étais pas encore tout à fait en pause, il était en colère, je sentais qu'il avait quelque chose à me dire. Et je lui dis, écoute, dans 5 minutes, je suis en pause, on se retrouve sur le parking. On se retrouve sur le parking, on discute de choses et d'autres. Alors quoi, je sais pas, je ne sais plus. Et au moment où il met la petite dans la voiture, il me dit j'espère que c'est la dernière fois que je vais la prononcer cette phrase parce que j'en peux plus. Elle m'énerve. Je vais la tuer, je vais l'enterrer et personne ne va la retrouver. Et moi, ma première réaction, c'est arrête de raconter des conneries. C'est n'importe quoi ce que tu racontes. Et on se fait un câlin et il s'en va. Évidemment, cette phrase aujourd'hui, elle résonne encore différemment qu'il y a 1 an au moment du premier procès. Oui, on était dans un dossier où il n'y avait pas de scène de crime, pas de corps, pas d'aveu. Là, le fait qu'il y ait désormais des aveux, peut-être un corps, on l'espère en tout cas pour la famille, dans les prochaines semaines, prochains mois, il y a comme une nouvelle enquête qui démarre. L'instruction était close. La présidente de la Cour d'appel de Toulouse a fait un communiqué de presse cette semaine en indiquant que c'était un élément nouveau et que donc elle a le pouvoir d'ordonner des investigations et des auditions complémentaires. Donc là, oui, il y a comme une nouvelle enquête qui débute alors même que l'instruction était close. Ça, c'est intéressant. On repart à zéro, là. C'est-à-dire qu'on va refaire une enquête à partir de ces dires. Il va falloir aussi confronter ce que dit Cédric Jubilard à la réalité et se poser la question de est-ce que c'est un accident, ce qu'il dit, ou est-ce qu'il y a préméditation ? Alors, on ne repart pas forcément dans une nouvelle enquête. Encore une fois, tout dépendra de ce qu'il va dire. Peut-être que il suffira d'autopsier le corps, voir que les constatations qui se feront sont corroborées par les déclarations qu'il fait. Et puis, il sera jugé avec ces bases-là. Mais peut-être que les éléments qu'on va trouver seront plus complexes, nécessiteront d'autres investigations, et en effet, peut-être il faudra repartir, pas de zéro, mais enfin, il faudra reprendre les choses sur beaucoup de points. Est-ce que d'après vous, il peut y avoir un transport sur les lieux, une forme de reconstitution avec un Cédric Jubilard qui est extrait, ramené dans sa maison de Cagnac-les-Mines pour rejouer la scène qu'il aura décrite face à un magistrat ? C'est une possibilité avant le procès en appel ? C'est une possibilité, j'ai du mal à l'envisager, mais oui, c'est une possibilité, bien sûr. C'est vrai que, à l'aune des déclarations qu'il a faites, en effet, cette reconstitution qu'on a connue le 13 décembre 2022, c'était une fable. Hein. Donc peut-être qu'il faut recommencer, je ne sais pas. Est-ce que dans ces conditions, le procès en appel, on le rappelle, il doit avoir lieu le 21 septembre, débuter le 21 septembre, il peut avoir lieu. Est-ce que vous souhaitez que le calendrier soit maintenu ? Moi, je souhaite que la justice soit sereine et qu'elle juge un dossier en état d'être jugé. Si le dossier est en état d'être jugé, il faut juger. Si effectivement des investigations complémentaires, longues et relativement lourdes sont nécessaires, il faut renvoyer. Ces aveux, ils nous ramènent à la personnalité aussi de Cédric Jubilard, parce que vous-même, vous avez des doutes sur ce qu'il dit. Est-ce qu'il va maintenir ses propos devant le juge ? Est-ce qu'il va donner plus de détails ou pas ? Quelle idée vous vous étiez fait de la personnalité de Cédric Jubilard lors du premier procès ? Alors moi, je connais Cédric Jubilard depuis le début. Oui. J'ai été saisi en 2020, juste après la disparition de Delphine Ossaguel. Et j'ai vu cette personnalité se construire sous mes yeux. Et oui, Jubilard, c'est un menteur. C'est un menteur compulsif, c'est un hableur, c'est un malin, c'est quelqu'un qui joue beaucoup avec les autres et c'est surtout quelqu'un qui jouit de cette histoire qui lui arrive. C'est quelqu'un qui était dans la vie, c'était un petit peu il n'avait pas beaucoup de chance. Il avait épousé une femme trop bien pour lui, le métier s'en allait pas, il n'était pas considéré. Et là, même si cette considération qu'il a est une considération malsaine, puisqu'elle est liée au crime qu'il a commis, ça lui plaît. Ça lui plaît, et d'ailleurs, il a passé son temps à avouer ce crime à plusieurs personnes. Dès qu'il est mis en contact avec les gens, il avoue le crime. Alors, officiellement, c'est une négation permanente et très forte, mais dès qu'il peut se lâcher comme ça,
il ne peut pas s'empêcher. Et le portrait que vous faites là n'est pas du tout celui, et finalement c'est assez logique, ce qui nous a été fait par les nouveaux avocats de Cédric Jubilard. Écoutez ce qu'ils en disaient lundi lors de leur conférence de presse. J'ai appris à le connaître, j'ai tissé une relation de confiance et progressivement et assez rapidement j'ai ressenti que celui-ci avait le besoin profond de parler. Il était verrouillé quelque part psychologiquement depuis le début, verrouillé probablement en raison de l'immense pression médiatique qui était exercée sur lui à travers cette affaire qui est donc l'une des plus grandes affaires criminelles françaises de ces dernières années, verrouillé aussi probablement en raison de forme de brutalité qu'il a évoquée ou en tout cas de pression très forte de la part des enquêteurs. Il m'a dit lui-même, je me suis recroquevillé comme une huître sur mon rocher. Est-ce que c'est l'image que vous avez eue? Non. Est-ce que vous avez eu le sentiment d'un homme verrouillé? Chacun a la responsabilité des propos qu'il tient, mais là on est dans du théâtre. Jubilard n'a jamais eu la pression médiatique, puisqu'au contraire, ça lui plaît, il en jouit. Il se présente comme le détenu le plus célèbre en prison. Donc il n'a jamais eu de pression au niveau des médias. Et surtout, et là on est vraiment dans un discours assez glauque, on a l'impression que tout le monde l'a poussé et l'a empêché d'avouer. Pauvre Jubilard qui aurait avoué depuis longtemps s'il n'avait pas été verrouillé par les enquêteurs et par ses précédents conseils. Ça, c'est complètement bracadabrant. Et c'est vrai que ces déclarations, Marie, elles vont à l'encontre aussi de l'image qu'on avait de Cédric Jubilard, qui était plutôt un homme provoquant, arrogant, qui a beaucoup joué de ça d'ailleurs. Mais on est dans une pure démonstration d'exercice de défense. Ouais. C'est-à-dire qu'on a deux avocats qui veulent montrer la meilleure facette possible de leur client, d'essayer de nous faire comprendre que c'est un pauvre homme affaibli par l'isolement. Et ils sont dans leur rôle, ils ont raison de faire ça, ce sont les avocats de Cédric Jubilard. Après, c'est vrai que ce soit pendant la période de recherche ou pendant la période d'incarcération de Cédric Jubilard, il ne s'est pas illustré par une empathie débordante envers les proches de Delphine. On se souvient pendant le procès, alors même si pendant le procès, et je pense que vous serez d'accord avec moi, maître, il avait quand même lissé d'une certaine façon son image, il n'était pas du tout dans l'arrogance, dans la provocation, il s'était montré plutôt assagi. En revanche, quand il y avait eu la lecture de la lettre de son fils, il n'avait pas montré beaucoup d'émotion. C'était un personnage qui n'a pas brillé par son empathie envers la famille de Delphine. Et c'est ce qui lui a été beaucoup reproché. D'ailleurs, un homme verrouillé, mais vous racontez dans votre livre sa réaction au moment du verdict envers une femme. Racontez-nous, parce que là aussi, ça ne colle pas avec l'image d'un homme verrouillé, sous médicaments, qui aurait vu défiler son procès sans y participer. Oui, Jubilard n'a jamais été verrouillé, n'a jamais été abruti par les médicaments. C'est faux, c'est absolument faux. Et c'est vrai que son procès, il l'a vécu un petit peu avec beaucoup de distance. C'est vrai qu'il était très protégé par ses conseils, et ses conseils ont fait ce job-là, ils ont eu raison, parce que peut-être il craignait les réactions de Jubilard. Mais Jubilard s'est progressivement extrait de son propre procès pour s'intéresser à ce qui se passait dans la salle, et en particulier aux groupies qui se mettaient là pour avoir un contact avec lui. Et c'est vrai que peu de gens l'ont vu, mais quand il a été condamné et qu'il a écopé de ses 30 ans de réclusion criminelle, il s'est tourné vers une de celles qui était le plus près en lui disant « Tu m'écris ». C'est sa première réaction à l'énoncé des aveux. C'est sa première et sa seule réaction. C'est-à-dire qu'on continue, finalement, ce cirque médiatique. Il retourne en prison, mais il va continuer à avoir ses groupies, il va continuer à être célèbre, et ça lui va très bien. Et il a été extrêmement sûr de lui et clair dans sa tête en faisant ça. C'est intéressant parce que la personnalité de Cédric Jubilard, évidemment, elle a été expertisée, et on a effectivement l'impression d'avoir un homme qui a deux visages. Re-regardez cet extrait là aussi, une fois que les aveux ont été faits, on les entend différemment. On est 33 jours après la disparition de Delphine Jubilard. L'un de ses cousins va venir au domicile des Jubilard, il va discuter avec Cédric Jubilard, il enregistre à son insu Cédric Jubilard, et voilà ce que dit Cédric Jubilard. Essayer de chercher, je vais essayer de me remotiver, parce que je dois t'avouer que je suis dans le néant. Si tu veux parler, tu parles, tu le sais. Courage, hein. Tu sais qu'on est là. Les larmes de Cédric Jubilard, quand on les réécoute aujourd'hui, évidemment, elles sonnent là aussi différemment.
Mais dès la diffusion de cet enregistrement, les parties civiles avaient parlé de larmes de crocodile, en ne croyant absolument pas à ces larmes qu'on entend dans cet enregistrement. Et ça veut dire qu'il a joué de tout le monde. Il a joué la comédie pendant 5 ans, même à ses amis, même à sa famille, même à sa mère, à tout le monde. Oui, on a l'impression que je pense qu'il finissait vraiment par croire à son innocence. C'était profond, lui. C'est pas quelqu'un qui niait de manière légère. C'était fort, c'était profond. C'est pas lui. C'est pas lui. C'est pas lui. C'est pas lui. C'était permanent. Vous pensez qu'il y croyait? J'ai eu le sentiment qu'à des moments, il y croyait lui-même, oui. Oui. Et pour autant, à certains moments, c'est vrai qu'on a eu des récits, notamment pendant sa détention, de moments où il se serait vanté d'avoir commis le crime parfait en regardant des émissions à la télévision, en s'en vantant. Donc comme si, à certains moments, il avait envie de reconnaître les faits. Alors tout ça devra être évidemment relu à la lecture des aveux qu'il fera ou non devant un magistrat. Mais on se souvient qu'un codétenu avait parlé d'aveux qu'il lui avait fait en disant que voilà, Cédric lui a dit qu'il l'a tué et caché le corps. Même chose avec une de ses compagnes qu'il a eue pendant sa détention, Jennifer, qui elle aussi avait livré un récit à peu près similaire. Il lui aurait dit avoir étranglé Delphine et dissimulé le corps, mais à chaque fois, Cédric Jubilard niait avoir fait ses aveux. Donc effectivement, on a du mal à comprendre ce qui a pu se passer dans sa tête. S'il y a des moments où il s'était convaincu qu'il était innocent, ou si c'était un jeu permanent de mensonges. D'ailleurs, c'est intéressant parce que pendant la conférence de presse, les avocats de Cédric Jubilard vont avoir une petite phrase. Ils vont dire: il y a une personne qui nous a beaucoup aidé à le faire parler. C'est qui cette personne? Alors, ils ne veulent pas divulguer son identité. Mais ils expliquent que c'est une femme qui lui a rendu très souvent visite en prison, que c'est une psychologue, et ceux qui ont suivi le procès en première instance, les journalistes et les avocats, ont remarqué effectivement au deuxième rang une femme qui était présente tous les jours, qui semblait proche de Cédric Jubilard, donc aujourd'hui qui s'interroge sur est-ce que cette femme, cette psychologue qui a été présente quasiment tous les jours du procès, est cette femme qui a aidé Cédric Jubilard à changer déjà d'avocat, à le convaincre de changer d'avocat et ensuite à se livrer. Il y a encore un peu de mystère sur la personnalité de cette femme. Il y a un peu de mystère sur ce point-là. J'imagine que vous avez eu votre cliente, la cousine de Delphine. Qu'est-ce qu'elle vous a dit après ses aveux? À la fois du soulagement et du stress, parce que ce qu'elle m'a dit, c'est que oui, alors il a avoué, mais qu'est-ce qu'il a avoué? Et où est Delphine? Où est Delphine? Les aveux, c'était lundi dernier, nous sommes dimanche, on sait toujours pas où elle est. Qu'est-ce qu'il attend pour faire un croquis, pour écrire au juge? Je dis c'est moi, désolé, voilà. Qu'est-ce qu'il attend pour avoir une position authentique? Pourquoi ça prend autant de temps? On aurait pu imaginer qu'il soit réentendu extrêmement vite, qu'on l'emmène sur des lieux qu'il désignerait. Ça pourrait aller beaucoup plus vite. On a du mal à comprendre pourquoi c'est si lent. Oui, d'autant que, si j'ai bien compris la nouvelle défense de Cédric Jubilard, cette lettre est arrivée déjà plusieurs semaines auparavant. Donc peut-être qu'il considérait qu'il y avait trop d'actualité et que le coup médiatique n'était pas... Il fallait le repousser un petit peu au début juillet, car les choses se seraient calmées, je ne sais pas. En tout cas, c'est des calculs qui sont absolument glauques. Ce qu'il aurait fallu faire, c'est de suite saisir la présidente de la cour d'assises. Il y a un élément nouveau, c'est urgent, c'est grave. Voilà où est le corps. Le problème aussi du temps, c'est qu'on ne peut pas aller faire des fouilles et pour rechercher un corps sans cadre judiciaire. Là, on est dans une affaire où l'instruction était close, où il y a déjà eu une première condamnation. Là, il y a quand même un petit temps judiciaire où effectivement, on doit avoir un cadre pour nommer un magistrat, pour l'entendre et pour effectuer des fouilles. Ça peut pas se faire en 2 minutes non plus. Il y a quand même une question de cadre. Et ensuite, je le rappelle, on est en juillet. Il y a des questions de disponibilité aussi de magistrats de personnel. Ça peut rallonger un petit peu les délais. D'un mot, est-ce que après on est là, si on fait les choses dans le cadre du code de procédure pénale et pas pour passer à la télé, il suffit de saisir la présidente de la cour d'assises. C'est un dossier qui est assez sensible. Il y a un élément nouveau qui est extrêmement important. Un
2 jours, c'est fait. Hein. On verra si dans les prochains jours, il y a des fouilles qui sont diligentées sur les indications de Cédric Jubilard. Merci beaucoup, maître Philippe Presseglavi, sur le plateau d'Histoire criminelle. Vous restez avec nous, Marie, parce qu'on va continuer à décortiquer les aveux et le mensonge de Cédric Jubilard. Pourquoi n'a-t-il pas parlé plus tôt? Parce qu'on ne lui en a pas donné la possibilité. On ne l'a pas assez écouté, Cédric Jubilard. Voilà ce que disent les nouveaux avocats de Cédric Jubilard. C'est une pierre jetée, évidemment, dans le jardin des avocats historiques de Cédric Jubilard. Eh bien, ils répondent aujourd'hui sur le plateau d'Histoire criminelle. Nous recevrons dans un instant maître Alexandre Martin. À tout de suite. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez sur LCI, la suite d'Histoire criminelle consacrée aux aveux et aux mensonges de Cédric Jubilard. Cédric Jubilard qui a reconnu avoir donné la mort à son épouse Delphine, mais qui a menti à tout le monde, à sa mère, à ses enfants, à ses amis et aussi à son avocat, maître Alexandre Martin, qui a découvert en début de semaine les aveux de son ancien client. Maître Alexandre Martin qui est notre invité exceptionnel ce dimanche. Il nous dira comment il a reçu ses aveux et s'il se sent trahi par Cédric Jubilard. Cédric Jubilard qui a trahi toute sa famille, qui a trahi tout le monde. Il a joué la comédie comme d'autres ont pu jouer la comédie, une comédie qui avait commencé dès décembre 2020. À ce moment-là, Cédric Jubilard participait aux recherches pour retrouver sa femme. D'autres ont fait comme lui par le passé et ont créé l'illusion pendant des semaines, des mois, parfois des années, comme un Jonathan Daval. Mon épouse et moi partageons la même soif de liberté à travers nos activités sportives. Alexia aimait nager et courir, passion qui nous réunissait, tant dans l'effort que dans l'épanouissement de notre couple. Elle était ma première supportrice, mon oxygène, la force qui me poussait à me surpasser lors de mes challenges physiques. Et Marie Belot du service police-justice de TF1 LCI est toujours avec moi. Marie, on va essayer d'autopsier le mensonge de Cédric Jubilard en le comparant à d'autres affaires criminelles où il y a des mensonges qui nous ont tous marqués. On vient de voir les larmes à l'instant de Jonathan Daval. Comme Cédric Jubilard, il y a eu crescendo, de fil en aiguille, un mensonge de plus en plus gros, de plus en plus énorme. Là, dans le cas de Jonathan Daval, on est vraiment dans une forme de spirale du mensonge. Comme Cédric Jubilard, c'est lui qui va signaler la disparition de sa femme, il va participer aux recherches, il va s'afficher, là on le voit notamment lors de cet hommage sur l'estrade où il est effectivement en larmes, un mari complètement effondré. D'ailleurs, je me souviens très bien des journalistes d'LCI qui avaient assisté à cette scène et qui m'avaient dit un peu en off, c'est bizarre, il pleure beaucoup plus que les autres, ça clochait presque un petit peu. La grande différence avec Cédric Jubilard, c'est que dans le cas de Jonathan Daval, le corps est retrouvé très rapidement et il y a les gendarmes qui travaillent assez vite et qui ont des preuves formelles. Donc en fait, Jonathan Daval, il va faire évoluer sa version au fur et à mesure des éléments apportés par les enquêteurs. Donc il va d'abord nier en bloc, puis reconnaître une mort accidentelle, puis renvoyer vers sa belle famille en disant que c'est un complot, avant d'avouer complètement. Mais la différence, c'est qu'il y avait un corps dans l'affaire de Cédric Jubilard. Tout au long de l'instruction, il n'y a jamais eu de corps. C'est d'ailleurs ce dont se vantait Cédric Jubilard auprès de sa mère à un moment. Si moi je le fais, on ne retrouvera jamais le corps de ma femme. Il y a une autre affaire à laquelle il faut comparer le mensonge de Cédric Jubilard, c'est l'affaire Karine Esquivillon. On est en 2023 en Vendée. Cette mère de famille, Karine Esquivillon, va disparaître sans laisser de traces et son mari, va jouer les maris éplorés, notamment devant la caméra de TF1. Lors d'aujourd'hui, je me suis fait j'ai tellement de films dans ma tête que je peux vous faire 5 séries pendant 5 ans à la télé, dans le pire comme dans le meilleur. C'est un enfer. C'est un enfer d'attendre et puis de pas savoir. Est-ce que c'est un au revoir? Mais pourquoi il n'y a pas eu d'autres mots à côté? Est-ce que c'est quoi? C'est un message? C'est quoi? Je sais pas. C'est extrêmement troublant, Marie, de voir cet homme raconter tout cela alors qu'il a tué sa femme. Il le reconnaîtra par la suite. On dit beaucoup, dans les cas de féminicide, Daval, Pial, Jubilard qui sera rejugé, que dans les cas de féminicide, ces maris qui ont souvent eu de l'emprise sur leurs femmes continuent à exercer une forme de contrôle en racontant un récit alternatif. Oui, et pour revenir sur cette interview faite par ma collègue Sophie Chevalreau, c'est une interview qui est folle. Je me souviens très bien de Sophie qui était revenue de cette interview complètement convaincue de l'innocence de Michel Pial, en expliquant que voilà, vraiment, il avait l'air complètement effondré, qu'il n'était pas coupable. Il lui avait même dit
dit, elle lui avait posé la question, mais tout le monde vous désigne. Il avait dit, mais non, mais évidemment, ce sont toujours les maris qui sont désignés. Il faut quand même avoir un certain aplomb pour oser dire ça dans une interview à TF1 sans ciller, sans émettre aucune faiblesse. Il était très posé, très calme. Et effectivement, certains psychiatres, certains avocats spécialisés expliquent que c'est une façon de continuer à dominer sa compagne, de dominer le récit en expliquant c'est pas moi, c'est elle qui est partie avec un autre homme. C'est une façon de garder la vérité du récit. Pour parler du mensonge et finir peut-être, il y a un mensonge un peu différent mais qui est éloquent. C'est le mensonge d'une femme, le mensonge de Cécile Bourgeon. Cécile Bourgeon, c'est une mère de famille, elle a 2 enfants et sa petite Fiona, on est en 2003, va disparaître dans un parc à Clermont-Ferrand. Depuis 4 longues semaines, Fiona, 5 ans, est introuvable. C'est dans ce parc que l'enfant a disparu. Elle était venue s'y promener un dimanche en compagnie de sa maman et de sa petite sœur. Malgré d'importants moyens de recherche, impossible à ce jour d'expliquer sa disparition. Cécile Bourgeon, la maman, est rongée par le remords. Ce jour-là, elle s'est assoupie un quart d'heure dans le parc. À son réveil, Fiona n'était plus là. Je m'en veux. Parce que je suis quand même une maman et je me suis dit j'ai pas su protéger ma fille. C'est dur de se dire ça quand même. Les larmes et les remords d'une mère qui reconnaîtra quelques temps après avoir tué sa fille sous le coup de coups avec son compagnon. La question qui se pose, c'est ce mensonge. Qu'est-ce qu'il pèse, que ce soit dans l'affaire Bourgeon, dans l'affaire Daval, dans l'affaire Jubilard à venir? Est-ce que ça peut peser sur le futur procès? Et est-ce qu'on peut le juger, le mensonge? Alors, il y a toujours plus de compassion chez les jurés quand il y a une personne qui reconnaît les faits, qui exprime des remords, des regrets, que face à quelqu'un qui nie en bloc quand il y a des éléments graves, concordants contre lui. Mais en France, on ne peut pas être jugé pour avoir menti. C'est pas du tout la même chose qu'aux États-Unis. Aux États-Unis, on prête serment. Si on ment devant une cour, on peut être condamné pour ça. En France, on ne peut pas être condamné si on a menti. Maintenant, on verra si le 21 septembre s'ouvre bien le procès en appel de Cédric Jubilard, si le fait de revenir des aveux, de revenir sur sa culpabilité, ça peut l'aider à atténuer sa peine ou non. On verra dans quelques mois. Merci beaucoup Marie, c'était passionnant d'ouvrir avec vous la boîte à archives sur les mensonges criminels. Le premier à qui il a menti, Cédric Jubilard, c'est peut-être à son avocat, à ses avocats. C'est notre grand témoin de la semaine, maître Alexandre Martin. Témoin de la semaine est l'homme qui a défendu Cédric Jubilard 5 années durant, l'homme qui a plaidé son innocence devant la cour d'assises. Merci beaucoup, maître Alexandre Martin, d'être avec nous. Une pensée pour votre consoeur, maître Emmanuel Franck, qui était à vos côtés dans ce combat acharné que vous avez mené. Tout le monde a salué d'ailleurs à l'époque le travail remarquable que vous aviez fait pour tenter de faire innocenter Cédric Jubilard. On va reprendre avec vous la semaine et puis quelques autres éléments. D'abord, quand vous avez entendu ses aveux, quand vous avez entendu dans la bouche de ses avocats ce qu'il reconnaît. Est-ce que vous avez été surpris? Comment vous avez réagi? Oui, je l'ai appris comme tout le monde par les médias. J'ai été surpris, tant sur le fond que sur la forme. Sur le fond, nous avons toujours porté la parole de notre client, on y reviendra, nous avons fait notre métier d'avocat. Sur la forme qu'il est réservé, ses aveux, je dirais, ses confessions à la presse avant que de faire des aveux à la justice, ça m'a un peu surpris. Voilà. Surpris ou choqué? Surpris. Pourquoi? Surpris. J'imagine que maintenant, les parties civiles attendent des aveux au sens judiciaire du terme qui soient posés sur un procès verbal et qui permettent de faire les investigations nécessaires pour rendre à cette famille le corps de Delphine Jubilard. Durant 5 années où vous l'avez accompagné, il n'avait jamais changé de version face à vous? Alors, moi j'ai quand même pour principe de respecter les règles déontologiques. Donc vous ne me ferez pas rentrer, je dirais, dans la relation intime que j'avais avec mon client. Simplement, ce que je voudrais rappeler, en tant qu'avocat, moi je ne me pose jamais la question, je ne pose jamais la question brutale à un individu de savoir s'il est coupable ou innocent. Nous avons reçu avec Maître Franck sa parole. Il nous a confié une mission. Nous avons étudié le dossier et nous avons considéré que ce dossier était fragile, était
parcellaire, nous sommes expliqués maintes fois sur les fragilités de ce dossier, et que donc la mission qui nous était confiée par Monsieur Jubilard pouvait être tenue sérieusement. Voilà, nous avons fait notre métier en conscience, sur la base, bien évidemment, de la mission qui nous était confiée et sur la base d'un dossier que nous avons étudié sur le bout des doigts. C'est intéressant parce que ce qui se passe, effectivement, interroge votre métier. 22 septembre 2025, début du procès de Cédric Jubilard. Après 9 heures dans le box des accusés, Cédric Jubilard retourne en cellule. Le plaquiste de 38 ans est arrivé ce matin, concentré, barbe et crâne rasé, le visage impassible. À son annulaire, toujours son alliance. Est-ce que ce jour-là, vous vous posez la question de savoir s'il est coupable ou innocent? Est-ce que vous êtes convaincu de son innocence? Dans quel état d'esprit vous êtes? Non, là, on rentre dans une intimité personnelle que je dévoilerai pas. Moi, ce jour-là, je suis en position d'avocat combatif, mu par la mission qui nous est confiée par ce client, par Cédric Jubilard, mu par la certitude que nous avons que ce dossier, quand même, ne démontre pas sa culpabilité. La meilleure preuve en est, c'est qu'aujourd'hui, tout le monde se réjouit. Alors, évidemment, au plan moral, tout le monde se réjouit, la famille, l'accusation se réjouit des aveux ou des confessions de Cédric Jubilard qui va permettre de donner ce corps à cette famille et une sépulture. Mais aussi, soyons francs, pas de langue de bois, tout le monde se réjouit parce que ça va solidifier le dossier. On était quand même dans un dossier sans corps, sans scène de crime, plus tous les autres éléments fragiles que nous avions soulevés. Aujourd'hui, ces aveux, au-delà de soulager sa conscience et au-delà d'aider, je présume, les victimes dans le cheminement vers le deuil et vers la vérité, ça soulage quand même, je pense, aussi grandement l'accusation et ceux qui ont accusé et condamné Cédric Jubilard. Est-ce que vous vous êtes senti trahi, manipulé par Cédric Jubilard? Alors, on m'a souvent posé cette question depuis lundi. Je n'ai pas de sentiment de trahison. Vous êtes trahi par qui dans la vie? Par vos amis, par ceux qui vous doivent quelque chose. Cédric Jubilard ne nous devait rien, c'est un client. Il a une position, il nous l'a exposée. Nous avons étudié un dossier, nous avons considéré que cette position pouvait être soutenue à la lecture de ce dossier. Nous avons fait notre rôle d'avocat. Aujourd'hui, c'était sa liberté de prendre cette position. C'est un homme qui a fait des choix. Aujourd'hui, il fait des choix différents. Moi, je ne suis pas trahi. Ce n'était pas mon ami. Il n'avait pas de confidence à me faire. Le reste, évidemment, reste dans le secret de la relation d'un avocat et de son client. Mais nous avons, avec Maître Franck, joué notre rôle d'avocat. Alors justement, votre rôle d'avocat, il a été quelque peu remis en cause par les nouveaux avocats de Cédric Jubilard, notamment sur la raison pour laquelle Cédric Jubilard n'a pas parlé plus tôt. On va écouter les nouveaux avocats de Cédric Jubilard. On a dit que pendant le premier procès, il était mutique, qu'il ne disait rien. Mais quand je lui pose la question, quand on lui pose la question, il nous dit oui, parce que dès le matin, on me cachetonnait à mort. C'est-à-dire qu'on lui mettait des médicaments extrêmement puissants, extrêmement forts, qui en faisaient presque un zombie. Est-ce que votre client était un zombie? Est-ce que vous saviez qu'il prenait des médicaments? Ces avocats disent que vous aviez dans le dossier les ordonnances. Écoutez, je pense que vous et vos collègues, vous étiez présents. Vous avez vu que cet homme était présent, était capable de s'exprimer. Que cet homme ait souffert de l'isolement et que ça ait verrouillé sa parole, nous avons été les premiers à le dire et je l'ai plaidé, ça a été un morceau de ma plaidoirie, c'est une évidence. Par contre, qu'il ait été sous camisole chimique, incapable de s'exprimer, ça ne correspond pas à ce que nous avons vu, ça ne correspond pas à ce qu'il nous disait et surtout, vous imaginez bien, vous avez vu pendant 5 ans comment Maître Franck et moi-même nous sommes battus pour la défense de cet homme. Imaginez-vous un seul instant que nous ayons accepté que notre client soit jugé dans un état végétatif comme cela on nous l'expose. Alors ça, c'est la nouvelle défense de Cédric Jubilard. Juste, je voudrais dire que nous n'aurions jamais accepté que notre client comparaisse selon ce que nous disent les nouveaux avocats. Qu'on soit très très clair,
vous n'aviez pas connaissance d'ordonnances de neuroleptiques et de médicaments, et vous n'avez pas vu un zombie face à vous. C'est ça que vous nous dites aujourd'hui. Je n'ai pas vu un zombie face à moi. C'était un homme qui était apte à participer à son procès, et nous n'aurions pas accepté le contraire. Est-ce que ça veut dire que ce qu'on entend là, c'est une stratégie de défense qui se dessine ? Je sais pas. Moi, il ne m'appartient pas aujourd'hui. Je ne suis plus l'avocat de Cédric Jubilard. Je ne m'aventurerai pas sur une analyse de la stratégie de défense. Aujourd'hui, je prends acte des aveux, enfin des confidences de cet homme qui vont vraisemblablement se transformer en aveux. Votre prudence, parce que qu'on la comprenne, si vous nous dites confession et pas aveu, c'est parce que vous attendez qu'il parle face à un juge. Mais parce que des aveux, ça répond quand même à des critères juridiques. Aujourd'hui, nous avons des confessions. Nous avons des avocats qui viennent nous expliquer les confessions qui leur ont été faites par Cédric Jubilard dans le cadre d'un parloir et dans le cadre de courriers confidentiels. Les aveux, c'est quand Cédric Jubilard aura, avec les détails qui sont attendus maintenant par les parties civiles, par les victimes, par l'accusation, les détails de son passage à l'acte et les explications aussi sur le déni qu'il a affiché pendant plusieurs années. Alors justement, Cédric Jubilard livre certaines choses, notamment il reconnaît qu'il a déplacé le corps, qu'il l'a dissimulé, et il dit l'avoir fait pour ses enfants. On va écouter ses avocats. Tétanisé quand il a repris ses esprits et qu'il a réalisé son geste, quand il a réalisé ce qu'il avait fait, il a tout de suite pensé à ses enfants. Il n'a pas voulu leur infliger ce regard terrible, cette vision de ce corps inanimé de leur mère, et donc il s'est dit il faut pas qu'il ne voit ça, donc je dois déplacer le corps. Il a pensé aussi, parce qu'il s'agit d'un être humain, mes enfants m'en voudront, ils ne me le pardonneront pas, et donc très rapidement, pour ne pas dire immédiatement, il a pris la décision de déplacer le corps de Delphine avec le véhicule, et il a déplacé ce corps dans un endroit pour lequel il nous a donné quelques précisions mais pas beaucoup de détails. Il a déplacé le corps pour ses enfants. Est-ce que pendant ces 5 années où vous l'avez accompagné, il vous parlait régulièrement de ses enfants? Moi, je ne rentrerai pas, encore une fois, je suis désolé, je ne vais pas rentrer dans la relation que nous avions avec Cédric Jubilard. J'ai toujours dit, et nous l'avons soutenu, qu'il aimait ses enfants, que ce n'était pas uniquement le père qui a été décrit. Il aimait sincèrement ses enfants. Voilà ce que je peux vous dire. Après sa démarche aujourd'hui, les raisons de son déni, je n'en dirai rien. Ses avocats, désormais, ont la charge de sa défense et expliqueront l'évolution de cet homme. Peut imaginer que la sanction lourde prononcée à son encontre en première instance a peut-être permis à cet homme de se déverrouiller. Est-ce que vous pensez que cette sanction, que cette peine qui lui a été infligée à l'issue du premier procès, elle peut être réduite après la formulation d'abord de confession et peut-être demain d'aveu? Les jurés auront toute liberté. Bien évidemment, dans des dossiers similaires, les peines parfois sont moindres. Peut-être les jurés, qui eux ont considéré qu'il était coupable, ont-ils fait payer à cet homme le fait qu'il niait, en dépit de la conviction qui a été la leur de sa culpabilité. Maintenant, en appel, les jurés retrouvent leur entière liberté. Comment apprécieront-ils ces aveux? Déjà, tout dépendra vraisemblablement de la manière dont cet homme les exprimera. L'image qu'il a dégagée tout au long du premier procès a souvent été comparée à quelqu'un d'arrogant, à quelqu'un qui n'avait pas grand-chose à faire de ce qui se passait, à quelqu'un de très dur. Ça a beaucoup joué en sa défaveur. Vous-même, vous nous l'aviez dit, effectivement, son image, son comportement n'a pas forcément aidé. Est-ce qu'aujourd'hui, il faut changer totalement cette image? À l'issue du premier procès, nous étions venus sur votre plateau. Tout à fait. Et je me souviens avoir expliqué, forcément, il y a des choses qui ont failli, puisque nous ne sommes pas arrivés à faire innocenter cet homme, à faire acquitter cet homme. Et ce qui nous a paru avoir été un échec, c'est la présentation de Cédric Jubilard, qui était verrouillé dans l'expression de ses émotions. Ce verrouillage ne correspond pas totalement à la personnalité de cet homme. Donc nous avions mis ça, je pense que ça a joué sur
le terrain de l'isolement, qui est quand même un enfermement absolument terrible que nous avons toujours dénoncé et forcément qui a joué sur le psychisme de cet homme. Nous avons également considéré que l'extrême pression médiatique à l'ouverture du procès était peut-être de nature aussi à bloquer cet homme. Je crois qu'effectivement, il y a à travailler au-delà de... Maintenant, très bien, il a fait des déclarations, enfin, il confirmera ses confessions, mais au-delà de ça, quand même, il va falloir travailler sur la personnalité de cet homme, qui, je peux le dire, était un homme qui était verrouillé, enfermé. Alors maintenant, aujourd'hui, on va dire enfermé peut-être dans son déni, mais je crois que tout ça devrait être analysé, étudié par des spécialistes. Et je crois qu'à cette audience, oui, c'était extrêmement difficile. J'aimerais vous soumettre une dernière déclaration des nouveaux avocats de Cédric Jubilard, quand ils estiment justement qu'on aurait pu déverrouiller Cédric Jubilard bien plus tôt. Si le travail avait été fait sérieusement, au bout de 48 heures, toutes les informations auraient été recueillies et le corps de Delphine aurait été retrouvé. Cette phrase, elle est extrêmement forte. Si le travail il avait été fait, alors il ne parle pas spécifiquement de vous, à la fois des enquêteurs, peut-être aussi de vous, il n'est pas rentré dans les détails, maître Debuisson, mais en gros, on aurait pu retrouver le corps de Delphine en 48 heures et tout aurait pu être réglé beaucoup plus vite. Écoutez, ils supportent la responsabilité de leurs propos. Alors, dans les 48 heures, nous n'étions pas en garde à vue. Donc, ça ne nous vise pas, manifestement, mais de manière sibylline. Écoutez, moi, je vais pas encore une fois, je vais pas faire ce que je pourrais reprocher aux autres. Je ne vais pas rentrer dans la relation que nous avions avec Cédric Jubilard. Mais est-ce que tout a été bâclé? Comme le dit, je reprends le terme des nouveaux avocats, tout a été bâclé, rien n'a été bien fait, le travail a été mal fait. Il y a des choses qui ont été bien faites et il y a beaucoup de choses qui ont été mal faites. Nous l'avons suffisamment dénoncé. Je ne vais pas vous dire aujourd'hui, maintenant qu'il semblerait que nous allons avoir la vérité et que Cédric Jubilard serait coupable, je ne vais pas vous dire aujourd'hui, ce dossier était parfait. Non, il ne l'était pas. C'était tout notre travail de les dénoncer. Il ne l'était pas. Aujourd'hui, très bien, il va se solidifier par ces nouvelles déclarations, mais il ne l'était pas. Alors, est-ce que c'est parce que l'enquête a été bâclée que celui-ci s'est enfermé dans le déni? Bon, je sais pas. Il appartiendra à ses avocats d'expliquer plus profondément ce qu'ils entendent par ces propos. Est-ce que vous vous dites aujourd'hui, après ces aveux, que finalement c'est l'honneur de l'avocat que vous êtes d'avoir défendu un coupable? Alors, l'honneur de l'avocat, c'est pas de défendre un coupable ou un innocent. L'honneur de l'avocat, c'est de porter la parole d'un client, de le faire en conscience. De le faire en conscience jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Et aujourd'hui, très certainement, on pourra nous reprocher, si vous sortez des interviews, on a été violent avec Maître Franck, avec les institutions, avec les juges, avec les enquêteurs. Mais tout ce que j'ai dit, je le maintiens. Les failles du dossier, les choses qui ont été mal faites, les portes qui n'ont pas été refermées, tout ce que nous dénoncions pour qu'on arrive à une bonne justice, eh bien, je le maintiens. Donc, nous avons fait notre travail d'avocat en conscience et l'intérêt peut-être de mon intervention aujourd'hui, c'est de rappeler quel est le rôle d'un avocat. Quel est le rôle d'un avocat? L'avocat, il n'est pas là, je vais peut-être un peu choquer, il n'est pas là pour forcer son client à avouer. C'est pas son métier. Chacun son métier. Son métier, il est là pour recueillir les confidences de son client, ce qu'il a envie de dire, et confronter ce que le client vous dit avec un dossier. Et lui dire, voilà, le dossier peut permettre, monsieur, de tenir la thèse que vous soutenez depuis plusieurs mois quand nous le rencontrons pour la première fois. C'est tout. Je ne pose pas la question au départ à un client de savoir s'il est coupable ou s'il est innocent. Mon métier, c'est pas celui-ci. Je ne suis pas trahi. C'était pas mon ami. Nous avons juste fait notre métier en toute conscience. Et merci beaucoup d'être venu le rappeler sur le plateau d'Histoire criminelle. Merci beaucoup, maître Alexandre Martin. On salue encore une fois maître Emmanuel Franck qui était à vos côtés dans ce dossier. Merci d'avoir été avec nous chaque semaine fidèle à Histoire criminelle. On se donne rendez-vous évidemment dimanche prochain pour de nouvelles affaires criminelles. Et d'ici là, le podcast et le replay d'Histoire criminelle. Bonne semaine.